Merci Hans de cette remarquable illustration de cette diversité linguistique. Alors, une période de questions, vous avez sans doute des questions à poser, c'est le moment. J'ai eu l'occasion d'entendre Alain Rey dans un forum dire que la traduction n'était pas possible. Et il a donné comme exemple, moi je trouve que ces exemples ne sont pas très bons, parce qu'on peut les contourner. Il a donné comme exemple, par exemple, les poètes romantiques qui considèrent la lune comme une femme. Par exemple, c'est pas un poète romantique, mais Federico García Lorca, Romance de la Luna. C'est clair que c'est une femme, mais pour un Allemand qui dit Der Mond, la lune c'est plutôt un homme, un compagnon de voyage et quelque chose comme ça. Alors est-ce que vous pensez qu'il est possible de traduire de la poésie? Je me suis longuement exprimé sur le sujet. Impossible de traduire la poésie mot à mot. C'est là qu'on a toujours lutté. Mais on peut traduire en faisant des contorsions extraordinairement inspirées pour faire surgir ce que les mots dans leur enchaînement veulent dire. C'est tout à fait autre chose que ce qu'un mot tel qu'il est dans le dictionnaire dit tout seul. Dès qu'il est dans un poème, il n'est plus tout seul, il est dit avec d'autres mots. Et la traduction peut, lorsqu'elle est réussie, faire ressortir le sens de cet enchaînement. Je pense que c'est la réponse qu'il faut garder en tête. Moi j'ai un exemple parce que c'est, comme j'enseigne la philosophie depuis 50 ans et la philosophie allemande souvent, je vous donne un exemple qui est quand même très très amusant. C'est que Kant appelle Vernunft. C'est traduit en français par raison. Ce qui veut Verstand est traduit par entendement, alors que étymologiquement, il faudrait traduire Vernunft par entendement, parce que Vernehmen veut dire entendre. Et justement, le mot raison, la ratio, l'intellect, ne s'applique absolument pas à la capacité d'entendre, ça s'applique à ce qu'on appelle Verstand, c'est-à-dire la détermination conceptuelle d'une réalité. Donc depuis toujours, depuis qu'on a traduit Kant, les Français sont capables d'entendre, lorsqu'ils disent raison dans un contexte kantien, autre chose que ce mot veut dire en français. C'est une convention qui s'est établie. Et je tiens beaucoup à décrire cela parce que nous pouvons parfaitement utiliser un mot et à cause de la contextualisation du mot, lui faire dire autre chose qu'il dit tout seul. Voilà. Alors là, j'ai des exemples à l'appel. Un autre exemple très amusant, c'est toujours pour l'allemand et le français, c'est esprit et Geist. Esprit, c'est comme la lune mâle, femelle. Esprit et Geist, ça n'a rien à voir. Puisque l'esprit est lié à ce qu'on appelle le trait d'esprit et à voir avec un certain maniement de la langue qu'on appelle la blague. C'est un jeu de mots. L'esprit est essentiellement, ça peut aller très très loin dans la dimension politique, c'est un jeu avec la langue. Donc le Geist, c'est le pneuma grec, ça décrit quelque chose qui vous gonfle la poitrine et qui vous emporte dans un élan qui est vital, qui n'a rien à voir avec le rapport social qu'implique toujours la notion d'esprit. C'est pour ça que les Français sont si sensibles au ridicule. Les Allemands, beaucoup moins. Les uns sont ridicules, sans le sentir, et les autres sont ridicules au point de vouloir à tout prix éviter d'être ridicules. Ce sont deux manières différentes d'être ridicule. Vous avez vu le film Ridicule? Tout ça est parfaitement décrit. Donc ma réponse, ça vous va? Hein? Autre chose? Non, je vous ai assommé. Non, mais...
j'ai lu votre livre Entre les langues. Il y a plus de passages soulignés que presque que de pages. C'est un livre absolument magnifique. Et comme chacun de nous, notre voix, c'est un petit pas à pas, vous avez imprimé un quart de degré dans ma démarche. C'est extraordinaire. Ce que je voudrais vous poser comme question, votre sédimentation séculaire de langue allemande est entrée en conflit elle a rencontré la sédimentation de votre deuxième langue originaire, qui est le français. De quelle manière s'est fait cette rencontre? Est-ce que ça a provoqué des blocages ou plutôt ça vous a libéré? Enfin, quelle est l'essence de cette rencontre? Je dis vraiment de manière tout à fait franche que c'est une histoire amoureuse. On ne peut tomber amoureux que de ce qu'on n'a pas. C'est pour ça que ça se passe entre les sexes en général. C'est toujours l'ailleurs, l'autre, qui est désirable. Or, ce qui fait la splendeur de l'allemand, la langue maternelle, est tout à fait différent de ce qui fait la splendeur du français. Ce sont deux perfections qui, d'une certaine manière, ne sont pas cumulables. Elles peuvent être mobilisées dans l'interaction. Mon image, c'est d'être un funambule qui va d'un point fixe à l'autre point fixe, en s'exposant au danger de tomber, mais qui ne s'installe pas à demeure entre les langues. Et donc, penser entre les langues, c'est aller de l'une à l'autre constamment. C'est pas vivre entre les langues. Et je mets au défi quelqu'un qui cherche à s'installer confortablement entre deux langues, de les respecter. Parce que si on les respecte, on est attiré irrésistiblement par là ou par là, et c'est un va-et-vient de funambule qui est extrêmement jouissif. C'est comme ça que je le vis. La réalité, c'est que le français et l'allemand, enfin la langue que j'ai étant môme parlé réellement, c'était l'italien. Et donc, enfin, je vais vous raconter la chose, pensez-moi, mais peu importe que ce soit. C'est intéressant. Là, c'est très amusant. Quand je suis né en 1935, là, au moment où les bombes commençaient à pleuvoir sur Berlin, on a été évacué dans le nord de Berlin, enfin, dans le Mecklembourg, qui est une province un peu rétrograde, dans un village où les gens parlaient une langue que je ne comprenais pas. C'est un dialecte à couper au couteau, et j'étais donc très très mal reçu. On ne m'a pas accueilli à l'école primaire, par exemple. On considérait que je perturbais les cours de temps. Et donc j'étais tout seul. C'était en 1943. C'était la première destitution de Mussolini, et les ouvriers italiens qui étaient en Allemagne étaient assignés à résidence. Ils n'étaient pas prisonniers, assignés à résidence, ils s'emmerdaient comme moi. Et donc, ils m'ont appris l'italien, parce qu'on avait 2 ans jusqu'en 1945, ils m'ont appris l'italien, et en fait, je ne parlais pratiquement qu'avec eux, un petit peu avec ma mère. Mais en principe, j'étais tout le temps avec eux. Et ce que j'ai essayé de décrire dans un autre petit truc, c'est que c'est là que j'avais soudain l'impression que l'ailleurs que faisait apparaître l'italien était plus un chez-moi que l'endroit où je me trouvais. Et alors l'idée qu'on puisse être chez soi ailleurs est pour moi absolument fondamentale. Si on a fait cette découverte, on peut aller d'une langue à l'autre et s'installer certainement parfois pour un temps, pas forcément à demeure. Et idéalement, selon moi, c'est la circulation entre les langues d'Europe qui fait la vérité de l'être européen. Je crois que c'est cette modernité-là qui est une ouverture, une créativité possible à tout moment. C'est ça ce qui est plus moderne et plus européen que ce qui est réellement le geste européen qui domine le monde, qui est la rupture copernicienne. L'idée que maintenant on s'inscrit dans le progrès des sciences, le progrès de l'organisation économique, etc. Toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est la modernité européenne, mais j'ai voulu vous parler de l'autre qui m'avait un peu perturbé quand j'ai réfléchi au sujet. Parce que je me suis dit,
le rapport entre modernité européenne et langue d'Europe, c'est pas le rapport entre les langues européennes et l'anglais international. Même si cela est un aspect de l'affaire, mais qui peut s'analyser à partir de la modernité scientifique. En revanche, la modernité littéraire ou poétique, elle a des racines beaucoup plus lointaines, et je n'ai pas le temps de vous dire à quel point, lorsque vous lisez une tragédie grecque, vous êtes déjà en présence, sans que ce soit revendiqué comme plus tard par les grammairiens, vous êtes déjà en présence d'un geste de rupture. Une tragédie d'Échille, par exemple, n'utilise pas du tout le grec qui se parle à Athènes. C'est composé de plusieurs langues littéraires. Le chant de chœur, c'est une autre langue que les dialogues. C'est du grec. Mais c'est du grec emprunté à des traditions dialectales qui sont dans un combiné pour créer une langue de littérature, une langue qui dépayse. C'est pour ça que les gens vont au théâtre et ils se sentent soudain transportés dans un univers qui ne correspond absolument pas à ce qu'ils se disent tous les jours. Donc ça commence très tôt en Europe. Dire autrement et pas de la même manière, c'est peut-être le premier geste européen. On pourrait longuement insister sur le fait que le mythe européen est un mythe de séparation, puisque c'est le rapt d'Europe, fille d'un roitelet d'Asie mineure, dont la sœur s'appelle Asie, par exemple, par Zeus, qui s'unit à elle dans l'île de Crète pour fabriquer les premiers Européens, qui portent le nom de leur mère. Et du coup, le grec, pour exprimer la séparation, utilise un verbe, krino, d'où sont dérivés critique et crise. Et donc je pense que tous les progrès modernes qui représentent réellement l'Europe, eh bien, ce sont des gestes où une critique ouvre une crise pour ensuite permettre une renaissance. Alors, le maître mot pour moi, pour dire ce que c'est que l'Europe, qui n'est pas ce qu'elle est pour le rester en se repliant toujours sur son passé. Non, c'est la renaissance, c'est la reprise de quelque chose qui est déjà là pour le projeter au-delà du présent dans lequel on est enfermé. C'est pour ça que les Grecs anciens donnaient à leurs enfants le nom du grand-père. Parce que seul le grand-père pouvait les aider à surmonter le blocage imposé par le père. Ça, c'est la renaissance. Et donc, renaissant de l'Italie, il ne voulait pas redevenir romain ou redevenir grec. Il se servait de ça comme un tremplin pour fabriquer quelque chose d'inédit. Et ça se fait dans la langue. Et là, Dante, pour moi, est le grand précurseur lorsqu'il invente l'italien. J'ai une question à vous poser. Oui. D'abord, merci pour ce que vous avez dit, qui est très subtil et très fin. Ne pensez-vous pas, parce qu'on n'avait pas le temps de l'aborder, qu'à partir du moment où le latin a eu une certaine prétention à devenir, à faire semblant de correspondre à une langue dénotative, sans l'être vraiment, d'une part, et est plutôt devenu une langue de service, finalement, dans la mesure où on pourrait faire l'équivalent entre ce latin qui s'est mis à être parlé comme une langue commune de service, et le pseudo-anglais qui n'en est pas une actuellement, a amené la mort du latin comme langue de culture et la renaissance et l'apparition de toutes ces langues modernes, à commencer par l'italien, etc. Ce qui laisserait optimiste par rapport aux chances de renaissance des diverses langues, parce que finalement, si le processus se réplique, on pourrait imaginer que cette langue de service actuelle, qui est le globish, on va dire entre guillemets, n'aurait pas un grand avenir, en tous les cas ce n'est pas une langue de culture, et donc que les autres langues en auraient un. Il y a un exemple qui mérite vraiment d'être cité. Ce globish date de quand, en fait? Parce que ça a été calqué sur la langue savante pratiquée par d'éminents scientifiques pour dire ce qui est le cas. Alors, on a voulu, dans la langue parlée de tous les jours, introduire cela artificiellement. Eh bien, c'est les Anglais qui ont eu l'idée riche d'imposer ce qu'ils appelaient le basic en Inde.
dans le rapport de l'administration coloniale avec les élites indigènes. Ils n'ont pas fait comme les Français qui voulaient absolument que les petits Arabes et les Noirs de l'Afrique de l'Ouest parlent français. Ça c'est pas du tout. Les Anglais voulaient juste qu'il y ait une espèce d'interface possible. Et ils proposaient donc une langue de 800 mots qui s'appelait le Basic. Ça date de la fin des années 20. Or, les Indiens se sont emparés de cette langue tout à fait déficitante. Et le besoin expressif a fait inoculer les mots du hindi, du ourdou, mais qui sonnent anglais. Et peu à peu s'est développé un anglais nouveau qui n'est ni l'anglais d'Angleterre, ni l'anglais des États-Unis, dans lequel on peut écrire des romans. Il y a en Australie maintenant, à l'université Canberra, il y a une équipe qui essaye de répertorier exactement ce que vous dites, c'est-à-dire les renaissances d'une langue à partir d'une langue devenue langue de service. Ça peut toujours repartir. Le problème de l'anglais international, c'est d'un côté qu'il est quand même dans le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire scientifico, technico, économico, etc., il est quand même en phase avec la plupart des aspirations des uns et des autres. C'est juste quand on veut dire ce qu'on a sur le cœur que ça ne marche pas. Non, mais c'est là le problème. Et donc, ce que moi je crois, c'est que la difficulté de se débarrasser de cet anglais artificiel, dénotatif, réside dans le fait qu'il existe juste à côté l'anglais véritable. Et donc, à Bruxelles, dans les discussions que j'ai pu avoir avec les responsables, ils se sentent d'une certaine manière prisonniers du vrai anglais en parlant avec une mauvaise conscience et parfois un sentiment de frustration absolue, l'anglais misérable. Vous voyez la situation, les Anglais à Bruxelles sont tellement puissants, alors qu'en même temps ils veulent s'en aller et tout, ils sont tellement puissants parce qu'ils tiennent en otage les autres qui parlent cette langue un peu appauvrie, comme les indigènes indiens, ils vont essayer une fois de déchiffrer le regard de l'anglais d'Angleterre qui est en poste à Bruxelles. Il entend un Estonien parler anglais international. Et il se prend en face d'un indigène de l'époque coloniale. C'est là que ça vient. Donc il y a là une emprise qui est vécue, très mal vécue à Bruxelles. Et la seule raison pour laquelle on ne traduit pas de toute langue en toute langue, c'est que c'est trop cher. C'est-à-dire, dans le fonctionnement des institutions, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On traduit, et on appelle ça la traduction relais. On traduit d'abord toutes les langues du pays en anglais international, et ensuite on retraduit dans les principales langues. Et du coup, c'est un goulot d'étranglement qui fait que l'estonien, mon fameux estonien, parce que j'en connais un, qui a le droit de parler sa langue, sait pendant qu'il parle que ça va passer par l'anglais international, donc il se censure. Ils n'osent pas dire les choses telles qu'elles ne peuvent pas passer dans ces goulots d'étranglement. Du coup, il en conçoit une forme de mauvaise humeur. Quand vous allez à Bruxelles et vous vous promenez dans les couloirs de l'institution, ça sointe des murs, la mauvaise humeur. Et ensuite, on se replie dans le petit coin où on peut être entre soi et où on peut parler sa langue. C'est la preuve que nous pouvons survivre que si nous parlons une vraie langue. Parce que sinon, on est en train de péricliter, littéralement. Je vous laisse choisir les personnes. C'est juste une petite anecdote. Je voudrais savoir quel café buvaient les ouvriers italiens émigrés dans le nord de l'Allemagne. Pas de café du tout. Malheureusement. Parce que je pense que les cultures alimentaires sont plus liées au climat
qu'à la sexualité. Voilà, par rapport à votre réflexion. Je ne voulais pas le dire, ce que vous me faites dire, ce n'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que dans le système des métaphorisations implicites qui font qu'on est dans un système de langue qui est un système élargi, de moyens de signifier. Ça peut être l'accoutrement, les mimiques, enfin, tout ça fait partie. Et évidemment, les habitudes gastronomiques, tout cela, c'est déterminé par un certain contexte, mais ensuite surdéterminé par des significations inconsciemment ou consciemment, on prête à ça. Et c'est ça que je veux dire. Le café, dans ce cas, il ne signifie pas objectivement virilité, ce serait absurde. Mais il peut être utilisé comme un signifiant, comme un moyen de suggérer quelque chose. Et ça, je peux vous garantir que c'est vrai. Une question. Dans la richesse de vos mots, on pourrait peut-être renverser le regard et peut-être et ça pourrait nous aider dans notre débat sur les langues européennes en partant de Galiléo par exemple. Galiléo était le premier qui utilisait des métaphores puissantes. La célèbre affirmation que vous avez citée, ça veut dire l'univers est un livre écrit en triangle, un cercle. Et pour le comprendre, il faut d'abord comprendre la langue avec laquelle il a été écrit. Moi, je pense que c'est la démonstration que même la langue dénotative a toujours besoin de la langue connotative. Et Galiléo était le premier conscient de ça. Après, Dante, de nouveau, le De Vulgare Eloquentia que vous avez cité, Dante utilise une autre métaphore puissante. La langue vulgaire, ça veut dire l'italienne, est une panthère. On la trouve nulle part, on la cherche partout, mais on la trouve nulle part. Parce que la panthère, justement, dans le Moyen-Âge, était un animal fantastique. On croyait qu'elle émanait un parfum incroyable. Et là aussi, c'est, je pense, un parcours qui nous donne aujourd'hui, ça veut dire, c'est un défi impossible, comme vous avez dit, habiter entre les langues, et c'est être à son propre, se sentir bien dans les langues, mais c'est un défi impossible, mais il faut le poursuivre, je pense. Encore un mot pour que ce soit clair pour Dante, parce que ça m'importe tellement. Dante se trouve devant une double impossibilité. Il veut avoir l'énergie, la panthère est pas loin, de tous les dialectes italiens, mais qui ne font pas une langue. Et il ne veut pas non plus être stérilisé dans son effort politique par le latin devenu langue de service chez les scolastiques. Il veut trouver quelque chose. Alors l'idée qu'il a, c'est que la langue latine desséchée, il l'appelle grammatica, et il dit par là que les dialectes italiens ont besoin d'être grammaticalisés. Et le résultat de cette synthèse entre la grammaire sèche et la vitalité sans règles, eh bien, il appelle ça volgare lustre. C'est-à-dire, ça c'est extraordinaire, c'est comme du populaire anobli. Et c'est ça l'italien pour lui. L'italien, c'est quelque chose qui résulte de la synthèse de deux impossibilités qui figurent parfaitement le conflit dont j'ai parlé au début entre le dénotatif et le connotatif. Sur Galilée, c'est magnifique parce que là, on pourrait faire un séminaire tous les deux. Parce que ce qui permet à Galilée de faire encore dans la langue des hommes instruits, comme il dit que c'est les maths, de faire des jeux métaphoriques qui apparentent cette langue à la langue de culture normale, c'est la géométrie. C'est la possibilité d'avoir des représentations. À partir du moment où les mathématiques, par l'algèbre, se débarrassent des représentations géométriques, ce n'est plus possible. Et ça ne veut pas dire que ces mathématiques soient condamnables, seulement elles suivent un destin qui n'est pas le destin des langues modernes des Européens. Et c'est là qu'il y a le conflit que nous devons résoudre, puisqu'on ne pourra pas s'affranchir de la science. Alors, malheureusement, mais on ne peut pas non plus poétiser directement cette langue qui est devenue tellement abstraite
que toutes les tentatives des artistes, par exemple, de donner à cela une chair un peu suggestive, tournent à l'illustration plate. La dernière fois, pour moi, où ça a vraiment marché, c'était encore la géométrie, c'est quand les géométries non euclidiennes, au XIXe siècle, ont aboli l'espace newtonien, l'espace homogène et infini, en introduisant des spatialités multiples. Ce qui a permis à Einstein ensuite de créer son espace-temps. Et bien, pour rendre perceptible le potentiel de signification que dresse cette élaboration scientifique d'une géométrie à multiples formes spatiales, les cubistes ont essayé de le représenter, non pas de manière illustrative, mais pour nous embarquer dans un chemin de contemplation dans lequel nous devions renoncer à la perspective unique, qui était l'univers newtonien dans lequel nous étions habitués à nous déplacer. Et tout cela mérite, on n'a pas le temps, mais on mérite tellement qu'on réfléchisse. Et chaque fois, c'est le même problème. D'un côté, on a le rapport à l'objectivité qui est totalement indépendante de ce que je suis et de ce que je ressens. Et de l'autre côté, j'ai ce besoin expressif absolu qui s'adresse non pas aux choses, mais aux autres personnes. Et entre ces deux opérations, il y a un écart que nous devons assumer, mais pas subir sous la forme apatardie du basic de l'administration coloniale britannique.